Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et André Berkoff est aujourd'hui en face-à-face avec une autre rebelle sûrement, Nathalie Lévy, journaliste et auteure de ce livre « Courage au cœur et sac au dos », et c'est aux éditions du Rocher. Alors Nathalie Lévy, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, et c'est tellement rattaché à l'actualité, vous parlez de votre grand-mère, vous rendez un hommage formidable à cette grand-mère qui va avoir, je crois, 102 ans l'année prochaine, c'est ça? Alors vous allez un peu vite en besogne, 99 en janvier. Ah mais, bon, d'accord. mais oui, 102 ans, moi je veux bien. Elle va tenir. Exactement. 99 en janvier, c'est déjà très 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 beau. Et justement, ça tombe très bien parce que dans votre livre, ce qui est formidable, c'est que vous parlez de cette solidarité intergénérationnelle. Vous avez des enfants, il y a vos parents et votre grand-mère. Et évidemment, c'est axé sur votre grand-mère. Et ça m'a d'autant plus touché parce que, avec cette crise, comme vous le savez, on a beaucoup parlé des EHPAD, on a parlé de problèmes de tas de familles qui ne pouvaient pas voir leurs parents ou leurs grands-parents. Encore aujourd'hui, c'est très, 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 très compliqué. Les liens, et vous savez, c'est très important de se toucher, de se parler, de se téléphoner, etc. Et vous, votre livre, vous l'avez évidemment conçu et écrit avant. Oui. Mais justement, ça tombe formidablement de montrer vraiment. Et d'abord, redites-moi, courage au cœur et sac au dos, pourquoi? Parce que, André, c'est une phrase que ma mamie me répète encore aujourd'hui. Et donc, je me dis, mais d'où vient-elle? Parce que je l'ai toujours entendue depuis ma plus tendre enfance, hier ou avant-hier. Et en fait, c'est une phrase issue d'un chant militaire de Sambre-et-Meuse de fin de siècle dernier. Vous imaginez? Elle ne le savait pas, moi non plus. Et j'ai cherché ça, en fait, parce que je voulais pas d'un titre mamie chérie, ma grand-mère adorée. Enfin, vous imaginez un peu. Et donc, voilà, comme je suis plutôt une littéraire, je repense à cette phrase à un moment où on cherche une idée pour le titre. Elle me dit ça, parce que je vais pas bien, ou je suis fatiguée, ou que sais-je. Elle me prend le poignet, comme elle a l'habitude de le faire, quand j'ai un petit coup de moins bien. Et elle me dit, allez, ma chérie, courage au cœur et sac au dos. Et là, je me dis, mais bien sûr, c'est cette phrase. C'est elle, c'est tout elle, c'est tout nous. Et alors, justement, parce que vous racontez ça très bien dans votre livre, que je recommande vraiment aux éditeurs, parce que c'est un livre, vous savez, c'est un auteur... Arthur Adamov, on ne le connaît pas beaucoup, mais il avait un mot qu'il adorait, la chalume. Et un jour, je me rappelle, j'avais interviewé, je lui ai dit, c'est quoi la chalume? Il m'a dit, c'est la chaleur humaine. Il appelait chalume. Et votre livre, c'est vraiment rempli, ouin de chalume. Et c'est ça qui est très beau. Alors, depuis votre enfance, elle était, c'était, je ne dis pas votre favori, mais vous étiez très intime. Oui, c'est ça. Vous parliez il y a quelques secondes de cette étanchéité générationnelle dans laquelle on a plongé depuis quelques mois. On essaye de s'en sortir. Bon, c'est vrai, chez nous, ça n'existe pas. L'étanchéité générationnelle, c'est vrai, ça n'existe pas. On est une famille où les femmes sont quand même assez dominantes, elles, avant tout, et qui donnent le là depuis toujours. Et voilà. Et puis avec ma tante et ma mère, on s'est organisé autour d'elles. Au fil des ans, moi, les choses... Il y a eu un coup de foudre, très clairement, il y a eu un coup de foudre entre elle et moi très tôt, très jeune, très tôt, enfant, tout petit enfant. Elle s'est beaucoup occupée de moi. Elle assistait la nounou, en fait, tout simplement. Donc elle secondait maman. Donc elle faisait partie de mon quotidien, de mon paysage quotidien. Et puis voilà, les choses se sont installées, pérennisées, et puis inversées, en fait, au fil des ans. C'est-à-dire que elle me conduisait dans sa mini à la sortie de l'école ou du collège, à 8 ans, 13 ans, etc. Et puis quand elle a commencé à être un peu plus fatiguée, c'est moi qui ai pris une mini et qui conduit ça, la mini. C'est vrai qu'on devient, à un moment donné, moi j'ai connu ça, le père de ses parents ou la mère de ses grands-parents, en tout cas, c'est clair. Et qu'est-ce qui faisait cette complicité? Qu'est-ce qui a tissé, etc. Quelles étaient, vous le racontez dans votre livre, mais justement pour les auditeurs, quelles étaient ses qualités? Quelles étaient ses spécificités, je dirais? C'est marrant parce que je crois que j'en parle assez brièvement dans le livre, mais Thomas Soto, que vous connaissez bien aussi, l'a repéré l'autre jour et m'a questionné là-dessus. Vous voyez le film La Boum, oui, bien sûr. Bon, c'est cultissime, même si on en rit, mais voilà, Poupette dans La Boum, Sophie Marceau avec Denise Gray. Je crois qu'on est un peu là-dedans, on est un peu dans ce rapport-là, où il y a tous les messages sont compris, tout passe, tout est extrêmement fluide. Elle a une dynamique vraiment intellectuelle, elle comprend très bien ce vers quoi j'ai envie d'aller. Elle est dans l'échange avec moi dans tout. Elle est ma complice.
Je lui fais tout partager et puis du coup les choses se poursuivent au fil des ans et puis après il y a une grossesse, la mienne en l'occurrence, elle est là aussi, elle m'accompagne, les changements professionnels m'accompagnent aussi et en fait au fil de mon quotidien, dans le fil de ma vie, elle est là tout le temps, tout simplement. Et alors Nathalie, comment vous expliquez, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, vous parlez de la boue, mais il y a beaucoup d'exemples comme ça, comment vous expliquez que quelquefois, et pour certaines personnes, il y a plus de complicité avec les grands-parents qu'avec les parents? Il y a oui, c'est vrai, c'est quand même assez fréquent hein, quand on a la chance d'avoir ses grands-parents et qui sont à peu près souples. Parce que c'est ça, parce qu'il y a une forme de souplesse qu'on n'a pas avec les parents. Le rapport est indirect, on garde les meilleurs moments souvent avec les grands-parents, on se voit plus ponctuellement. Voilà, il y a moins de jugement, il y a moins d'exigences. Les parents, il faut qu'on soit à table à telle heure, que les devoirs soient bien faits, etc. Et puis qu'on ait un bon jeu. Le grand-parent va être beaucoup plus souple, beaucoup plus rond, beaucoup plus attendri aussi par nos galères ou par nos sorties de route. Ouais, il y a peut-être non pas un surcroît d'affection, mais les parents c'est déjà loin. Enfin, donc là ils retrouvent en fait une enfance. Oui, il y a ça aussi. C'est peut-être ça aussi, c'est que ça leur donne peut-être une bouffée d'oxygène à ces grands-parents. Et je crois que c'est un peu aussi ce que j'essaye de dire dans le livre, c'est-à-dire que il est possible de maintenir les seniors, nos aînés, les anciens, dans quelque chose de très actuel si on est dans le quotidien avec eux, si on est dans le dialogue permanent avec eux, si on les intègre dans notre vie, même parfois nos contrariétés. Leur faire partager ça, c'est leur faire partager la vie. Et en fait, s'ils sont dans la vie, ça les maintient, ça les pérennise et ça prolonge d'année en année. Et ça, c'est extrêmement important, effectivement, parce qu'on va parler du paysage en général aujourd'hui, vous savez, les drames que ça... Et je crois que votre livre apporte, en fait, même si vous ne l'avez pas écrit là-dessus, mais apporte beaucoup de réponses. C'est-à-dire qu'effectivement, la manière dont on se comporte avec ses grands-parents, pour ne parler que de cela... Mais ça les fait ça allonge leur vie ou ça la raccourcit. Hein. Exactement. Je crois que c'est ça. Non, mais en fait, vous savez, il y a un truc au Danemark, parce que vraiment, il faut aujourd'hui que nous, en France, nous prenions exemple sur ce qui se fait au Danemark. Ils sont énormément dans la prévention. La prévention, ça passe par la bienveillance, ça passe par la bientraitance. Et comment ça se passe ? Ils incluent les anciens dans la société, avec des soins dentaires, avec de la communication, avec du sport, avec des activités. Attention, du sport, j'entends. Hein. Oui, on est d'accord. Avec des activités comme ça, sur le plan cognitif, ils les font travailler. Ça s'appelle de la prévention. C'est ni plus ni moins que finalement des petits ajustements. C'est pas coûteux, ça. C'est des dispositifs qui font qu'ils sont inclus dans la société, ils sont inclus dans la vie. Dans la vie de leurs enfants, de leurs petits-enfants, et puis dans la société, dans la cité. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'au Danemark, on ferme des EHPAD, on ferme des chambres en EHPAD. On en ferme parce qu'on en a moins besoin, parce que les gens sont chez eux beaucoup plus longtemps, et parce qu'il y a aussi une autonomie bien plus longue. Donc finalement, voilà, il est là le bon sens. C'est fou. On se retrouve tout de suite, après une petite pause, à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et André Berkov est toujours en face-à-face avec Nathalie Lévy, qui est journaliste et qui est auteur de ce livre, Courage au cœur et sac au dos, et c'est publié aux éditions du Rocher. Alors Nathalie Lévy, je voudrais peut-être qu'on agrandisse un tout petit peu le paysage. On va revenir effectivement parce qu'il y a les qualités méditerranéennes aussi qui jouent dans votre famille, dans beaucoup d'autres familles, et qui a joué ici, évidemment. Mais vous avez entendu certaines voix quand même, il faut le dire, et je voudrais avoir un peu votre réaction, qui disaient, vous savez, s'il y a un vaccin, il faudra peut-être essayer sur les vieux qui n'ont plus qu'une existence résiduelle. Résiduelle, c'est un beau mot, hein, résiduel. Et que bon, évidemment, vous savez très bien, on l'a vu, on a entendu ce discours, hein, au moment de la crise du Covid, et encore, oui, mais enfin les EHPAD, vous savez, ils sont comorbidités, puis ils ont plus de 80 ans, 85 ans, donc oui, c'est très embêtant, mais enfin, il faut choisir, alors entre un jeune et un moins jeune. Qu'est-ce qui vous a fait ce discours, qu'on entendait beaucoup, hein ? Non, mais je crois qu'effectivement, on entend beaucoup ça, et on est clairement en train d'opposer jeunes et anciens. Et alors, je suis assez consternée. On fait une lutte des générations. Mais on est en train de faire une lutte des générations. C'est vraiment ce à quoi on assiste. Les choses sont assumées, je crois, maintenant. Donc, évidemment, moi, avec mon histoire, comment voulez-vous que je sois autre chose que choquée par ça ? Évidemment, je suis extrêmement perturbée, parce que on peut pas... Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va mettre les anciens dans une catégorie, parce que si sur le plan cognitif, ils s'en sortent bien, alors là, on va peut-être pouvoir les catégoriser dans ceux qu'on peut sauver, et puis ceux qui sont plus affaiblis, plus diminués, alors
alors ceux-là, on les laisse crever. Enfin, c'est ça la société qu'on a envie de laisser à nos enfants. Je sais pas, je m'inscris clairement pas là-dedans. Alors oui, vous parlez de mes origines. Bien sûr, le bassin méditerranéen, il y a comme ça ce truc très intergénérationnel. Mais c'est pas propre au bassin méditerranéen. L'Asie. On vit avec ses anciens. En Bulgarie. L'Afrique, mais évidemment. L'Afrique, on ne laisse pas quelqu'un mourir dehors. Enfin, L'Afrique, la Bulgarie, c'est bien plus près de nous. En Bulgarie, il n'y a pas d'EHPAD, André. Il n'y a pas d'EHPAD. On a les anciens à la maison, à domicile. Il y a plein de pays en Europe, même en Espagne, on a vu comment on pouvait sauver des vies en Italie avec des réanimateurs dans certains EHPAD qu'on n'avait pas en France. Il y avait des moyens, il y avait autre chose pour répondre à cette urgence et à cette hécatombe, puisque c'est ce à quoi on a assisté, et sans doute ce qui va encore se reproduire, même si on est un tout petit peu avancé. Mais non, évidemment qu'on va pas tester les vaccins sur les anciens. Ou alors c'est une société qui est plus capable de se regarder en face. Oui, enfin, on sait très bien qui testait les vaccins sur qui, enfin bon, sans tomber dans des outrances là, mais c'est vrai. Non, moi, ce qui m'a effectivement choqué, comme vous, Nathalie, c'est ce côté, on dit, ah oui, mais écoutez, eux, ils en ont pas pour longtemps, donc profitons-en, quoi. Alors, on va faire des expériences, quoi. C'est ça. Non, mais donc c'est ça. Donc après, c'est quel modèle de société on veut. C'est ça. Quel modèle de société on veut. Moi, j'avais lu paradoxalement, et je lis encore souvent, Old is the new gold. Ah oui, c'est joli. Les vieux sont le nouvel Eldorado. Donc en fait, tant qu'ils ont un pouvoir de consommation important, tant qu'ils peuvent partir en croisière et dépenser, alors là on les considère. Et puis dès que, encore une fois, ils sont un peu plus faibles, on les met au rebut. Non, je pense qu'une société qui fonctionne comme ça n'est pas une société qui se respecte, et on n'est pas dans le bon schéma, à mon sens. Oui, non, mais vous savez, ils sont plus productifs, ils sont plus consommateurs, donc ils servent à quoi? Bien sûr. Et c'est terrifiant, c'est vrai, c'est ça. Et je reviens au Danemark, parce que clairement, effectivement, j'ai un peu travaillé le sujet, même si je suis pas sociologue, et vous le savez, André, et j'ai pas écrit ce livre-là dans cet objectif-là. Je suis pas spécialiste S aîné, je revendique rien de tel, bien loin de moi cette idée. Vous êtes spécialiste S, votre grand-mère. S, ma vie, voilà, exactement. Et non, j'aimerais bien. La seule chose que j'espère faire ressortir de cet ouvrage, de ce livre, c'est peut-être, quand je lis sur Twitter ou sur Instagram des messages de témoins, de lecteurs, enfin, ou de gens qui ont vu 2-3 lignes sur le livre qui sort mercredi, qui me disent, voilà, moi je suis pas aidante, je suis pas aimante, mais du coup j'ai envie d'appeler ma grand-mère là, parce que je l'ai pas vue depuis un mois, et il faut que je l'appelle, parce qu'effectivement, voilà. Un mois, alors qu'on a tous le téléphone collé à l'oreille. On peut rester un mois sans donner de nouvelles à quelqu'un qui a 70, 80. En permanence, voilà. Et donc voilà, juste ça, cette étanchéité générationnelle, moi, contre laquelle j'essaye de lutter, mais à mon petit niveau, avec mes petits bras, mais je trouve que ce serait assez joli. Et puis, pour revenir donc au Danemark, parce que j'ai digressé, pardonnez-moi, au Danemark, les retraités, c'est un secteur social incontournable. Aujourd'hui, ils veulent plus de retraite, c'est-à-dire qu'ils veulent pouvoir travailler à 70, 90 éventuellement, dans l'associatif, mais au-delà aussi. Bien sûr. Tout est possible. Un compteur, transmettre des expériences, etc. Exactement. Vous avez une très jolie phrase, Nathalie, je sais pas, quelque part, elle dit, je ne suis pas aidante, je suis aimante. Ouais, oui. Oui, je suis clairement. Vous savez, il y a des dispositifs. Et puis, il y a le 6, la journée nationale des aidants. Elle est importante, cette journée. Le 6 octobre. Le 6 octobre, prochain, absolument. Oui. Elle est importante, cette journée, parce qu'aujourd'hui, on est à 8 millions d'aidants. Chiffre annoncé, mais on est certainement très au-dessus. Parce que les aidants, ils viennent pas s'annoncer et officialiser leur statut. On n'est pas là-dedans. On est beaucoup plus souvent aimant, effectivement, qu'aidant. Et bien sûr, je suis aimante parce que je suis avec elle. J'étais avec elle juste avant de venir à l'émission. Je suis chez elle tous les matins. Et vous la voyez tous les jours? Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Il y a pas formidable, ça. Alors, sauf évidemment, événements. Non, parce qu'il y a des gens congolais qui n'ont pas vu leurs grands-parents depuis, je sais pas, un mois, 2 mois, etc., et qui ne les voient pas. Enfin, c'est formidable. Mais attention, j'ai beaucoup de chance. J'en suis parfaitement consciente. J'habite à Paris, elle habite à Paris. On est en voiture à très peu de 10 minutes. Donc pour moi c'est beaucoup plus difficile. Bien entendu. Donc j'en parle d'ailleurs dans le livre et je fais référence à ces gens qui sont obligés de se couper en 10. On peut pas avoir un don d'ubiquité quand on est effectivement avec un grand-parent qui est à Vesoul et que nous on est à Cassis ou j'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est que il y a le travail, il y a les moyens, effectivement. Donc bien sûr que c'est très compliqué. Donc je donne pas de leçons, je ne me permettrai jamais une telle chose. Mais aujourd'hui il y a plus de 8 millions d'aidants, ce sont des invisibles. Il va y avoir une journée nationale. C'est très bien, c'est un petit coup de projecteur. Il faut qu'il y ait des actions qui suivent. Parce que aider les aidants,
c'est de l'incantation. Il faut qu'il se passe des choses au-delà d'une journée nationale, au-delà d'un congé de 3 mois fractionnable sur je ne sais combien d'années. Il faut que les aidants puissent prendre des jours effectivement au travail sans être pointés du doigt, avec la bienveillance d'un patron, d'un employeur. Parce que sans ça, effectivement, on les abandonne, nos anciens. Oui, c'est ça, et on les laisse. Mais dites-moi. Moi, je suis très frappé quand j'interroge les gens. Beaucoup de gens, par exemple, disent, alors les uns arrivent, les autres pas, on n'a pas envie de laisser nos parents dans les EHPAD ou nos grands-parents dans les EHPAD. C'est un problème. En même temps, les EHPAD, effectivement, pour beaucoup de gens, il n'y a pas le choix. Enfin, bien sûr. Mais c'est terrifiant parce que, vous savez, on a entendu ça, je dis ça, je pense que vous avez entendu parler, vous êtes journaliste, Nathalie Lévy, quand on a voulu distribuer du Rivotril, vous savez, le puissant sédatif, et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Et moi, j'ai été frappé par 2 choses, ce n'est pas du tout mais je voudrais votre réaction, c'est qu'en ce moment, il y a 2 choses dans la société, on en a parlé il y a 2 jours dans l'émission, c'est que d'un côté, les vieux, ils sont plus productifs, donc qu'est-ce qu'on fait? Puis d'un autre côté, quand même, l'avortement jusqu'au 9e mois de grossesse. André. Oui, mais moi, je le dis personnellement, je me dis, mais c'est quoi? Je suis pour l'IVG, etc., etc. Mais au 9e mois, pour des motifs sociaux, s'il y a des problèmes de maladie, de mort et tout ça, je comprends très bien, même à n'importe quel moment. Mais enfin, non, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a l'impression que les vieux, comme d'autres, deviennent une variable d'ajustement. Ouais. C'est ça qui est quand même... Oui, je pense que c'est ça. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le modèle danois, moi, me séduit énormément parce qu'on n'est pas du tout... Et puis c'est toute la responsabilité d'une société. Alors, je suis d'accord avec vous... mais il y a 2 écoles quand même, heureusement, en France, parce que sinon, je ne sais pas où on va. Il y a quand même une prise de conscience. Alors, est-ce que cette crise, elle sera salutaire sur le long terme, et est-ce qu'effectivement, on va se réveiller et se dire non, on peut pas les jouer des vieux comme une variable d'ajustement, c'est pas possible. Il y a quand même, je ne sais pas si vous vous souvenez, au mois d'août, quand Emmanuel Macron a fait une communication, c'était dans le Sud, il y a eu une conférence de presse, il n'était pas question qu'il parle du sujet des anciens et des aidants, et il a rajouté ça dans son discours, comme ça il l'a casé entre deux, mais il l'a fait de manière très statutaire quand même, parce qu'il y a une prise de conscience, parce que ce qu'on a vécu, cette hécatombe, je dirais un mort sur 2 dans les EHPAD, ni plus ni moins, prenons les faits, et voilà. Ah oui, la moitié des morts, c'est des EHPAD, absolument. Donc voilà, plus couper cet isolement, parce qu'il y a eu évidemment la Covid, mais il y a eu l'isolement, parce que ça a tué aussi. Bien sûr, donc là, il y a quand même une prise de conscience, me semble-t-il, puisqu'il y a cette journée nationale des aidants, puisqu'il va y avoir aussi le décret qui va permettre de publier le dédommagement d'une journée d'absence au travail quand on est aidant. Il va y avoir aussi tout un dispositif, et puis on y est, André, même si c'est un dossier qui date d'il y a 15 ans et qui a été sorti, remis au rebut, etc. C'est quand même la 5e branche de la Sécu, la loi sur le plan dépendance grand âge qui doit arriver l'année prochaine. Donc il y a quand même, je pense, une prise de conscience. Après, dans les faits, on verra comment ça se traduit. Nathalie, vous restez avec nous, on a les informations et on va continuer à parler avec vous, avec les auditeurs. Je suis sûr qu'ils ont beaucoup de questions à vous poser. Oui, les auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300, c'est votre heure, ça y est, c'est à vous de composer le numéro de téléphone. Vous pouvez réagir sur tous les sujets du jour. Donc, on a parlé de la déroute des LREM aux législatives, crise de la représentativité. Venez nous dire ce que vous en pensez. On a parlé d'écologie et des crues, de retour à la centrale au charbon. Est-ce que c'est la bonne idée du jour? Vous venez nous dire ce que vous en pensez. Et puis évidemment, de la relation ancien-jeune avec notre invitée Nathalie Lévy qui reste avec nous. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et quand une jeune femme parle à sa grand-mère, ça donne courage au cœur et sac au dos. Au fond, Nathalie Lévy, vous avez écrit pourquoi ce livre ? Alors très sincèrement, ça n'a rien à voir avec la Covid. C'était une démarche bien antérieure puisque ça fait plus de 2 ans. En fait, voilà, souvent, quand vous rencontrez des gens, vous parlez un peu de vous. On vous pose la question, votre histoire, etc., votre mode de vie. J'interromps Nathalie Lévy pour voir. Elle n'est pas du tout, centrée sur elle-même. Et un jour, je la rencontre, on parle pendant 2 heures, elle parle d'elle pendant 2 heures. Après, elle me dit, écoute André, ça suffit de parler de moi, on va parler un peu de toi. Comment t'as trouvé mon dernier livre? André, je rigole. C'est une plaisanterie qu'on attribue à Jeanne Moreau. Et
pas du tout Nathalie Lévy, qui n'est absolument pas centrée sur elle-même et qui est l'altruisme même. Voilà. Non, je corrige tout de suite. Non, mais alors pourquoi Nathalie? Non, mais voilà. Alors André, tu vois, je suis, je sais plus, je t'ai tutoyé, pardonne-moi. Non. Pas grave du tout. En fait, voilà, je raconte un peu comme ça au fil des rencontres, voilà, ma façon de vivre, mon organisation du matin, et puis une fois, 2 fois, 3 fois, et puis je rencontre une éditrice formidable qui s'appelle Julie Daniel, aux éditions du Rocher, que j'embrasse, et puis voilà, je lui raconte en fait tout simplement mon quotidien, et elle me dit mais c'est quand même pas banal quoi. Et je lui dis simplement que moi j'ai envie d'en parler de ce quotidien, en disant que vous voyez votre grand-mère tous les jours, etc., voilà, le fait que je me douche chez elle, que j'ai mon bureau chez elle, etc., etc. Pardonnez-moi, c'est mon alarme, excusez-moi. Voilà. Je me réveille pas à 13h05, c'est pour accompagner ma fille à l'école. Et simplement, voilà, je lui raconte en fait ce quotidien qui est un peu atypique. A priori, puisque les réactions, en tout cas, ont l'air de. Et c'est elle qui vous a suggéré. Voilà, et c'est comme ça que ça démarre. Mais moi, ce qui est ma démarche fondamentalement au départ, c'est que j'ai envie. Voilà, parce que évidemment, au-delà de 107 ans, je crains que ma mamie ne soit plus avec nous. Et je cherche en fait un moyen, quel qu'il soit, de l'inscrire dans une forme d'éternité. De la garder. De la garder. C'est indispensable pour moi. Voilà, évidemment, je la filme, j'enregistre sa voix, je note plein de mots qu'elle dit, etc. Mais je me dis qu'il faut que je trouve quelque chose de supérieur. Et je me dis qu'un livre, c'est peut-être une bonne formule. Sauf que je suis très partagée. C'est pour ça que ça prend 2 ans. Parce que je suis très partagée entre l'impudeur. Je trouve ça très impudique comme démarche. L'impudeur et puis en même temps cette volonté de l'inscrire dans l'éternité. Donc j'avance et puis je fais un pas en arrière et puis je lui pose des questions, je lui demande aussi plein de choses évidemment sur sa vie, son enfance, etc. Elle me dit mais pourquoi tout ça? Elle aussi est très gênée. Vous lui avez pas dit que vous faisiez un livre? Si, je lui ai dit un peu plus tard, je lui ai dit assez tard. D'accord. Parce que je voulais pas la mettre mal à l'aise et parce que j'avais peur qu'elle aussi ça la renvoie à une fin. Oui, c'est ça. Je fais ton épitaphe, mais une belle épitaphe. Non, enfin, je suis sûr qu'elle ne le regrette pas et vos lecteurs non plus. Il n'y a pas de problème. Clémence. Oui, écoutez, ce témoignage en tout cas fait beaucoup réagir nos auditeurs et c'est Olivier qui veut réagir en premier, qui nous appelle de Val-de-Marne. Bonjour Olivier. Oui, bonjour André et bonjour à votre invité. Bonjour Olivier. Oui. Moi, sur l'Europe et le Covid, je dirais savoir gouverner, c'est savoir prévoir. J'ai vécu le confinement, je sais que les EHPAD sont pas la panacée et par expérience, parce que j'ai eu une grand-mère qui est il y a très longtemps, mais qui était en EHPAD et qui est décédée de Parkinson. Et ma mère, qui a plus de 75 ans maintenant, s'est jurée jamais d'aller en EHPAD. Jamais d'aller en EHPAD parce qu'en fait, j'avais une grand-mère qui était en bonne santé, qui est ressortie comme une rescapée d'Auschwitz. C'est-à-dire, physiquement parlant, elle est décédée, mais l'état du corps était dans un état, elle avait perdu massivement, on avait la peau pratiquement au niveau des os. Et moi, ça m'a marqué. Ça m'a marqué parce que maintenant j'ai 43 ans, elle est morte en 97, si je ne me trompe pas. Donc j'étais même pas 97, mais après, excusez-moi. Et en fait, j'ai été marqué au fer rouge là-dessus. Maintenant, sur l'Europe, je dirais qu'on a trop d'Europe. On devrait avoir une Europe des nations, non pas une Europe fédéraliste, que tous les problèmes... Et surtout une Europe bureaucratique, c'est ça, surtout. J'allais dire que je suis un obsédé de Georges Soros, c'est moi qui en avais parlé une fois, mais malheureusement, son idéologie, et c'est même pas une métastase, c'est un cancer dans les technocrates de l'Europe. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un politicien qui avait dit, on a beau discuter avec certains politiciens au sein de l'Europe, ils sont ancrés dans leur idéologie et ils voient pas ce qui se passe à côté. On parle de Thierry Breton, mais c'est pas que lui. Bien sûr. D'autres personnes. C'était l'exemple. On prenait cet exemple parce que c'était un témoignage, mais vous avez tout à fait raison. Et il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on va continuer, nous, ici, à parler de l'Europe et à dire ce que nous pensons, ce que vous pensez aussi de cela. Merci Olivier. Mais voyez... C'est pas inintéressant ce qu'il dit Olivier sur la notion d'Europe par rapport aux EHPAD et sur le cas de sa grand-mère, si je peux me permettre, André. C'est juste que...
Voilà, parce que le Danemark fait figure d'exemple. Au Danemark, on a 12 professionnels pour 10 résidents dans un EHPAD, quand en France, on a 5 professionnels pour 10 résidents. Donc oui, les comorbidités, oui, l'état de sa grand-mère quand elle ressort de l'EHPAD, sans tirer du tout sur les EHPAD, parce qu'on a besoin de ces établissements, évidemment, sauf qu'ils ont, dans la forme actuelle, du plomb dans l'aile. Il faut les remanier, il faut les repenser, il faut qu'il y ait une vraie... du digital, pardonnez-moi, je suis tellement pas à l'aise avec le digital que moi, je retrouve même pas le mot. Voilà, il faut moderniser tout ça, il faut les inclure dans la cité et non pas à l'extérieur des cités, parce qu'on a du mal à aller voir du coup nos anciens qui sont là-bas. Il faut les inclure avec des restaurants auxquels on peut avoir accès, ou une salle de sport qui mixe du coup les générations. Ça doit être des endroits de vie, en fait, et c'est ce qui se passe au Danemark. Et à partir du moment, exactement, à partir du moment où ils seront repensés comme ça, et il le faut parce que de toute façon, 1 sur 3 a plus de 50 ans, vous imaginez. Donc autant en termes de vétusté, etc. Il y a un vrai sujet. 3, voilà. C'est vrai. Donc si on sont repensés au sein de la cité et comme des endroits complets, là, il pourra se passer quelque chose. Clémence. On retourne au 0826 300 300. On donne la parole à Claudine qui nous appelle de Niort. Bonjour Claudine. Oui, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Berkov, bonjour à tous et à votre invité. Bonjour. Voilà, moi j'ai retrouvé un petit peu dans ce qu'elle disait Nathalie Lévy, oui. Voilà, parce que je me suis occupée de ma grand-mère moi pendant plusieurs années. Alors au départ, j'étais sur la région parisienne. Et je suis redescendue dans ma province. Et mon grand-père a fait des petites hémiplégies et donc au niveau est devenu un petit peu sénile. Donc ma grand-mère s'en occupait seule dans une ferme, je dirais en pleine pampa. Isolée, isolée. Oui, complètement isolée. Ouais. Et donc j'allais les voir régulièrement, les ravitailler, puisque ma grand-mère ne conduisait pas. Et mon grand-père, du coup, on lui avait dit, moi je lui avais dit, non, tu conduis plus, quoi. Hein, là, c'est bon. Il a eu un accident avec la voiture, ça suffisait comme ça. Donc, à un moment donné, il y a une maison qui s'est libérée à côté de chez moi, à ma porte, dans la même cour. Et donc, je les ai rapatriés là parce que ma grand-mère n'en pouvait plus. D'épuisement, c'était devenu très difficile. Donc, vous les avez mis à côté de chez vous, enfin, ils étaient à côté de chez vous. Voilà, je les ai mis à côté de chez moi. Et mon grand-père, 15 jours après, est décédé. Et je pense qu'il est parti en sachant que sa femme serait en sécurité. Voilà, en sécurité et que bon, tout irait bien. Et je me suis occupée d'elle parce qu'elle a déclaré une leucémie monocytaire dans les mois qui ont suivi, forcément avec la fatigue. Et je la surveillais comme le lait sur le feu, si je puis dire. Et donc dès qu'elle avait une baisse de hémoglobine, des choses comme ça, hop, je l'envoyais avec mon médecin traitant, on l'envoyait à l'hôpital et puis elle revenait après avoir rechargé. Et on a fait ça pendant 6 ans. Et je suis bien contente parce qu'il n'y aurait eu que ses enfants à l'époque, ils l'auraient carré en maison de retraite. Et moi, je suis bien contente de m'en être occupée, que ma fille l'ait connue pendant 4 ans, parce qu'elle a 18 ans aujourd'hui et je peux vous dire qu'elle se souvient encore de son arrière-grand-mère. Elle a encore la photo dans son studio là parce qu'elle est rentrée en fac cette année. Et je voulais dire à Nathalie Lévy qu'en fait, elle veut laisser une trace de sa grand-mère, mais la trace, elle est laissée par la génération qui suit et qui l'a connue. Et le partage et la transmission que vous allez faire auprès de votre fille, et elle est là, en fait. C'est comme ça qu'on garde le lien avec nos anciens. C'est justement en transmettant ce qu'ils nous ont transmis au fur et à mesure. Donc il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, ne cherchez plus en fait, ça ne sert à rien. Non, mais Claudie, je vais vous dire ce qui sert aussi, et ça va plus loin, c'est un livre. Je ne dis pas ça pour défendre le livre de Nathalie Lévy, je dis simplement que c'est très important aussi que ceux qui n'ont pas connu ces expériences-là, vous avez eu cette expérience, d'autres n'ont pas eu celle-là. Mais justement, moi je suis pour qu'on écrive, qu'on
finalise, qu'on formule ces témoignages-là, parce que ça permet à beaucoup de gens qui prennent conscience de l'expérience. Vous savez, il y a beaucoup de gens, ils ne s'aperçoivent même pas de ça. Il dit bon, mais en toute bonne foi. Et là, quand on voit ce qui peut se passer entre ce qui vous est arrivé à vous, ce qui arrive à Nathalie et à beaucoup d'autres, eh bien, le livre, il permet, vous savez, c'est le dur désir de durer dont parlait Paul Éluard. Allez, faites comme Claudine, faites comme Nathalie Lévy surtout, et venez nous raconter si votre grand-mère est extraordinaire, ou votre grand-père d'ailleurs, hein. Venez nous raconter vos relations, ou alors justement si vous avez mis vos grands-parents en EHPAD. Venez nous raconter tout ça au 0826 300 300. On parle aussi de la faillite LREM ou législative, on parle d'écologie. On vous attend tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. André Berkoff est toujours dans tous ses états avec son invité Nathalie Lévy, journaliste et auteur de ce livre Courage au cœur et sac au dos aux éditions du Rocher, un témoignage poignant de ce qui se passe justement de sa relation avec sa grand-mère. Et vous êtes nombreux à être très touchés par cette relation justement et ce témoignage. C'est le cas d'Annick qui nous appelle des Yvelines. Bonjour Annick. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Annick. Bonjour. Bonjour André Berkoff, ravi d'être sur cette radio que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et que je suis une fan maintenant. J'en parle autour de moi. Et Nathalie Lévy avec le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Ouais. Merci à vous. Alors moi je voulais surtout dire, bon c'est vrai que je ne veux pas raconter ma vie personnelle, mais une chose que je trouve bien et qu'il faudrait à mon avis développer, ce sont les maisons intergénérationnelles. Voilà. Ouais. C'est quoi expliquez un peu pour justement c'est quoi les maisons intergénérationnelles, justement, comme son nom peut un petit peu l'expliquer. Oui. Ce sont des maisons où vous avez justement des personnes âgées, des personnes jeunes, des moins jeunes. Vous avez tout type de génération. Et justement, ce qu'il y a de bien, c'est que justement, on ne met pas à l'écart, disons, selon les âges, dans des lieux de vie, parce que justement, le lien est perdu. Et justement, c'est un mode de vie, je trouve, qu'il faudrait favoriser plutôt que de construire des EHPAD ad vitam aeternam. Voilà. Absolument. Parce que c'est vrai qu'au niveau des familles, il y a beaucoup de personnes... Annie, elles existent en nombre en France, je ne connais pas la question, et je vous pose la question. Pas tellement, justement. Je sais que mon fils habite en Limoges, il y a une maison générationnelle l'année dernière qui s'est ouverte, et j'ai trouvé que c'était une bonne chose. Oui, voilà. Une très bonne chose. Je trouve que dans chaque commune, plutôt que parce que je connais des communes pas très loin de chez moi où il y a plusieurs maisons de retraite, mais pas de maisons dans la même commune, des petites communes autour de moi, si ce n'est pas celle où je réside, plutôt que des maisons intergénérationnelles. Voilà, c'est vrai que c'est une très bonne idée et espérons que ça va. Ça commence, c'est vrai. Je trouve je partage complètement votre point de vue parce que voilà, typiquement, il y a. Vers Lyon, il y a comme ça une création qui s'appelle la Maison de Blandine. Ça participe exactement de ce système-là. On mixe les jeunes et les anciens. Et on voit bien que ça commence quand même à bouger, ça fleurit. Alors c'est souvent des start-up en fait. C'est les gens qui sont derrière, ils fonctionnent sur le mode de la start-up, ni plus ni moins. Donc voilà, des créateurs d'entreprises, exactement. Donc c'est pas hyper évident. C'est pour ça que ça prend pas, c'est pas dans des dimensions. Mais bien sûr, il y a des communes, des maires comme à Limoges qui ont pris le choix de ce mode de vie, quoi. Voilà, mais ça reste encore trop rare. Mais effectivement, c'est une vraie solution. C'est pour ça que je vous appelle justement pour que ça se diffuse un petit peu cette idée et cette notion, parce on va le diffuser et c'est fait. Merci Annie. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous et continuez comme ça, c'est super. Merci à vous Annick. Allez, on retourne au standard 0826 300 300. On donne la parole à Julien qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Julien. Oui, bonjour Julien. Bonjour André, bonjour Nathalie. Bonjour à vous. Écoutez, moi je voulais réagir par rapport au sujet que vous évoquez aujourd'hui, en fait, qui sont interconnectés les uns les autres. Moi je suis concerné à double titre parce qu'effectivement j'ai une grand-mère qui est plus vraiment dépendante et en réalité aujourd'hui elle a préféré rester à domicile en voyant l'état des EHPAD où au mieux vous êtes infantilisé, au pire vous êtes maltraité, c'est quand même la réalité, faut le dire. Et donc en réalité je pense que l'avenir des EHPAD c'est pour beaucoup
l'avenir, c'est une retraite en réalité à la maison avec des aides à domicile, parce qu'on ne pourra pas accueillir tout le monde dans des EHPAD. On sait très bien qu'il n'y a pas assez de structures. Nathalie, vous l'avez rappelé, il n'y a pas assez de personnel pour différentes raisons, notamment européennes, puisqu'on ne fait que réduire les budgets alloués aux hôpitaux et à d'autres structures. Donc en fait, je pense que c'est le serpent qui se mord la queue, tant que on sera effectivement dans ce système qui est verrouillé par l'Union européenne notamment, et également pour des questions de moyens et de budget. Tant qu'on sera là-dedans, effectivement, je pense que on aura du mal à arriver à un modèle à la danoise. C'est vrai que pour le moment, on n'y est pas. Et c'est pour ça, on parlait de l'Europe. On parlait de l'Europe, et de ce point de vue, je ne sais pas si l'Europe fait ce qu'il faut. En tout cas, ce que dit Julien est intéressant sur les aides à domicile, parce que voilà, les auxiliaires de vie aujourd'hui. Et demain, si on veut pouvoir pérenniser nos anciens à domicile, parce qu'on a quand même tous envie, a priori, qu'ils puissent passer. Mais il faut un personnel, il faut un personnel. Or, ce personnel, aujourd'hui, ces aidants, ces auxiliaires de vie, ces AVS, c'est un personnel qui est bien traitant, mais qui est maltraité. C'est-à-dire qu'ils sont payés au lance-pierre, ils font des kilomètres parfois pour aller d'un domicile à un autre, d'un foyer à un autre, parfois dans des domiciles qui sont, vous ne mettriez pas un pied, parce que c'est des personnes très très âgées qui n'ont pas les moyens d'entretenir leur foyer, etc. Donc voilà, et ces fourmis invisibles, ces auxiliaires de vie, ces aidants, parce que donc il y a les aidants professionnels, salariés, qui sont employés par des agences, etc. Et puis il y a les aidants familiaux. Voilà. Exactement. Et ce personnel-là, il faut absolument le valoriser. Il faut que ça devienne une filière d'excellence. Parce que c'est comme ça qu'on arrivera à garder nos aînés à la maison et qui pourront rester dans leurs meubles, dans leurs photos, dans leur... Ce dont ils ont envie. Ce dont ils ont envie. Et ce dont nous, enfants, petits-enfants, on a envie pour eux, non ? Vous savez ce que... Alors, un témoignage juste quand même, parce qu'il faut toujours donner des témoignages différents. J'ai un ami qui m'a raconté que lui, sa grand-mère, il avait tout à fait les moyens de la garder chez elle. Enfin, elle était veuve, hein, bien sûr. Et il dit, écoute, mamie, je te mettrai quelqu'un pour la journée, tous les jours, il va venir tous les jours. C'est un coût, incommensurable. Voilà, c'est très cher. Très cher. Mais enfin, il avait les moyens, etc. Mais pourquoi je vous raconte ça ? C'est qu'elle a dit, non, je préfère aller en maison, dans une bonne maison de retraite. Il dit, enfin, tu es pas mieux chez toi. Il dit, oui, mais toi, tu voyages beaucoup, parce qu'elle était là, et j'ai peur qu'elle me frappe. Non, elle dit, mais ça va pas, pourquoi on va pas choisir quelqu'un. Et il dit, oui, mais je sais pas, quand t'es pas là, etc. Il y a aussi chez certains cette peur du mauvais traitement. Je suis d'accord. Ça joue. Mais alors, Nathalie, vous avez eu quand même une histoire. Votre grand-mère chérie, elle a été hospitalisée pendant le Covid. Pas à cause du Covid, bien sûr, mais pendant le Covid. Ouais, et vous savez, c'est vraiment le cauchemar dans le cauchemar. C'est-à-dire que voilà, je vis avec elle au quotidien, enfin, je suis avec elle tous les jours. Et là, j'arrive chez elle comme tous les jours à 9h du matin. Emmanuel Macron a annoncé la veille au soir, le jeudi soir, que confinement généralisé entrera en vigueur le lundi. On est donc tous sonnés. Vous vous souvenez, j'imagine, de votre réaction le vendredi matin. On est là devant les écoles. Moi, je dépose ma fille. On se parle avec les parents. On est tous sonnés. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'on va faire des gamins ? Télétravail ? Comment ? Dans quelle proportion ? Bref, j'arrive chez elle, je mets la clé dans la serrure et effectivement, elle a chuté dans la nuit ou au petit matin. On ne saura jamais vraiment. Elle était un peu confuse. Et hospitalisation dans la foulée. J'ai pas le choix parce que je peux pas la manipuler parce que j'ai trop peur que ça s'aggrave. Elle est consciente, mais hospitalisation. Alors horreur parce que j'appelle les pompiers en panique, je tremble, j'arrive à peine à prononcer 3 mots et ils me disent oui, on l'hospitalise. Mais je leur dis mais attendez, vous savez ce que ça veut dire hospitalisation ? À cette heure-là, dans ce moment-là de la crise, ça veut dire que je vais jamais la revoir en vie. Parce qu'une dame de cet âge-là... Mais j'ai complètement paniqué. Je les ai suppliés, je vous le jure, je les ai suppliés de ne pas l'emmener. Ils m'ont dit on ne peut pas. C'est de notre responsabilité de l'emmener parce qu'on ne peut pas nous-mêmes la remonter sur le lit. Et vous dites, je ne la verrai plus jamais à l'hôpital. Moi, je me dis, d'abord, c'est très dangereux parce que le Covid, etc. 2, ils ne vont pas me la laisser voir. Et donc, elle est hospitalisée. Ça va durer 3 semaines, plus de 3 semaines. 3 hôpitaux différents. Pompidou, d'abord, les urgences. Ensuite, ici, les Moulineaux. Et puis, Ambroise Paré à Boulogne. Et 3 semaines sans contact ou quasiment aucun contact. Et l'enfer absolu parce qu'elle est tellement habituée à nous, à nos visages. Et là, elle voit des visages masqués, elle voit des visages inconnus. Et ça génère quoi chez elle ? Eh bien, ça génère confusion, ça génère dénutrition, ça génère donc une descente, clairement. Donc tout ce qu'on peut imaginer en EHPAD pour beaucoup de gens, et c'est ce que racontait notre témoin à l'instant. Et en fait, on la récupère tant bien que mal au bout de 3 semaines. Ils la remettent sur pied, mais elle a perdu plus de 12 kilos, voire 20 kilos. On ne saura jamais vraiment, on n'a pas vraiment réussi à identifier ça. Et puis, on la réinstalle chez elle, avec nous, avec 2 auxiliaires de vie à plein temps. Et on l'a remontée, l'expression n'est pas géniale, mais à la petite cuillère, quoi.
Elle a plus de confusion du tout, alors qu'elle était extrêmement confuse. Elle a plus de confusion, elle remange. Elle a retrouvé des visages familiers. Elle a retrouvé son quotidien et son chez elle, quoi. C'est fou. Ben, on va reparler de tout ça avec Nathalie Lévy, avec vous, auditeurs de Radio. Voilà, vous qui nous appelez au 0826 300 300, vous pouvez réagir à tous nos sujets et justement poser encore des questions à Nathalie Lévy pour ce très bel hommage à sa grand-mère. À tout de suite. Radio Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, toujours dans tous ses états et toujours avec son invité qui reste avec nous, qui nous fait ce plaisir, Nathalie Lévy, auteure de ce livre Courage au cœur et sac au dos aux éditions du Rocher. Et puis vous, chers amis, qui avez composé le 0826 300 300, c'est le cas de Marie qui nous appelle des Landes. Bonjour Marie. Oui Marie. Oui, bonjour Nathalie et bonjour Monsieur Berkoff. Alors, bien que, bon, c'est pas le sujet que je vais aborder, mais bien que le sujet qu'a abordé votre invité est un sujet actuel et surtout très sensible, je ne suis pas sûre qu'à l'heure actuelle, la connexion soit faite pour les patients qui sont dans les EHPAD et les hôpitaux. Ça, c'est pas produit pour la première phase. Je suis pas sûre que ça se fasse pour la seconde phase, ce qui est quand même regrettable. Maintenant, c'est pas ce sujet-là. Monsieur Berkoff, je vous donne en partie raison, bien que je sois pour l'écologie, sur les événements climatiques sur les événements qui se sont produits dans le Gard. Oui. On a l'écologie. Beaucoup d'écologistes se sont servis de ce prétexte pour mettre en avant le réchauffement climatique. Or, ce jour-là, il y avait une houle, un coefficient de 113. C'est énorme, ce qui signifie que les ruisseaux ne pouvaient pas s'évacuer normalement vers la Méditerranée. Absolument. Première chose. Deuxième chose qui n'a pas été dite non plus, on a subi, et moi, au golfe de Gascogne, je l'ai subi, un réchauffement anormal qui vient des fumées de Californie sur l'Europe et sur la France notamment, et qui ont donc engendré justement ce phénomène tout à fait local et par certains endroits 400 mètres de pluie alors que par ailleurs à 3-4 km il n'y en avait pas. Donc c'est un phénomène accidentel. Local et tout à fait accidentel. Le phénomène sévère existe. Et troisièmement, je ne suis pas content après les écologistes parce que chaque fois ils disent que les gens dans les Caraïbes notamment sont inondés et doivent être évacués. Or ils oublient de dire que c'est un phénomène très souvent du volcanisme, que les volcans s'effondrent et en s'effondrant, les îles sont envahies. Donc ça aussi, je suis écologiste, mais je veux que les choses soient dites correctement. Et je pense que M. Urmic a mis du plomb dans l'aile dans l'écologie. Voilà ce que j'avais à dire. Écoutez, non seulement vous parlez d'or, mais je vous rejoins tout à fait. D'abord, il n'y a pas que M. Urmic. Il y a, vous savez, quand vous avez le maire écologiste de Lyon qui dit qu'il veut boycotter les journées du vin et de la gastronomie alors que Lyon est la capitale, où est-ce qu'il vit ce type? Il vit dans la planète de Greta Thunberg. How dare you, how dare you. How dare you. Voilà, how dare you, c'est ça. Non mais vous savez, le problème des écologies, bien sûr qu'il y a des problèmes de pollution, ça, fondamentaux, bien sûr qu'il y a des problèmes de climat, mais quand on utilise n'importe quel incident, n'importe quelle circonstance pour la ramener à sa cause, eh ben, ça me paraît quand même assez grave. Il faut pas tout confondre, il faut pas tout amalgamer, il faut surtout pas prendre les vessies du local pour les lanternes de l'écologie. Et je crois que malheureusement, que ce soit M. Urmic qui ne veut plus de sapin de Noël, que ce soit Madame X, Madame Appéré, je crois, qui ne veut plus du Tour de France, etc. Mais attendez, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent un monde aseptisé, ils veulent un monde sous vide, ils veulent quoi exactement? Ils veulent alors banaliser, ils veulent des robots. Enfin, je vous rejoins tout à fait, madame. Continuez comme ça. Merci beaucoup Marie pour votre coup de gueule qui a entraîné celui d'André Berkoff. Et on retourne au standard pour donner la parole à Marc qui nous appelle de Marie. Alors Marc a disparu. Donc je vous propose de continuer avec Nathalie Lévy. Non, mais on est aussi au cœur du problème, tout à fait. Il y a aussi autre chose. Je voudrais quand même qu'on en parle. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi, vous savez, on a beaucoup parlé. C'est Philippe Ariès, l'historien, qui en avait parlé. C'est qu'avant, alors on va parler de la mort, c'est le plus tard possible. Mais c'est vrai que ce soit d'ailleurs nos vieux ou quand malheureusement les personnes passaient de vie à trépas, avant on se réunissait, tout le monde était ensemble, etc. Maintenant vous avez remarqué que les enterrements ça se passe
en dehors des villes, en dehors des gens, c'est tout juste si on les voit. Et puis alors surtout pour revenir évidemment aux personnes âgées, on se dit oulala, dans le paysage ça va pas, il faut le dire quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens, et on va pas leur jeter la pierre, qui disent oui mais vous comprenez, on n'a pas les moyens, ils ont perdu leurs moyens, le vieux, donc qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et il y a quand même chez beaucoup une espèce de tentation de l'éloignement, pas basée sur une méchanceté quelconque, etc., mais que bon, voilà, écoutez, la vie est courte et on n'a plus le temps de s'en occuper. Ouais, c'est ça. Voilà. Non mais vous avez raison, de toute façon on est dans une société du jeunisme, ça vous a pas échappé André? Hein, Clémence, je crois que voilà. Donc voilà, on repousse les échéances, on repousse l'échéance fatale évidemment. On ferme les yeux, on écarte ça, on n'en parle pas, etc. Donc du coup, ça participe aussi de cet éloignement de ces événements malheureux et par lesquels on passe tous, universels. Donc malgré tout, ça nous rappelle à l'ordre d'une manière ou d'une autre. Et puis oui, il n'y a pas cette inclusion. On a décidé effectivement de sortir ça du champ de vision, du champ du quotidien. Du coup, comme les EHPAD, ils sont hors de la cité. Ces événements-là, malheureux, ils sont exactement cachés. Mais c'est pareil, vous savez, la sororité, c'est l'entraide entre femmes. C'est quand même assez peu présent. C'est assez peu présent aussi en intergénérationnel. Voilà, on est dans une société extrêmement individualiste où, du on coup, le sait et on le voit justement dans ces cas de Covid, et à ce moment-là, on le voit. Clémence, je crois que nous avons aussi. Alors, nous n'avons pas encore retrouvé Marc, mais en attendant, nous donnons la parole à Marie-Claire qui nous appelle de Neuilly. Bonjour Marie-Claire. Oui, bonjour. Bonjour André. Bonjour à votre invité. Alors moi, je voulais parler comme tout à l'heure. Vous savez, les EHPAD, avant d'aller en EHPAD, moi j'ai dirigé pendant 10 ans ce qu'on appelle des résidences seniors. Mais pas des résidences seniors comme Sénorial ou Hespéride, où vous devez acheter des appartements et tout ça. Des appartements, vous en avez. Moi j'étais à 2 pas de la Porte-Maillot, dans une banlieue proche de Paris. Et je dirigeais j'avais des studios de 35 mètres carrés et les gens peuvent prendre leur repas le midi. Il faut rentrer pour être autonome, donc il y a un examen médical. Une fois qu'ils rentrent, qu'ils sont autonomes. Le loyer, je vais vous dire, aujourd'hui, moi à mon époque c'était plus cher, il y a eu des réformes. Le loyer, il est de 500 € pour 35 mètres carrés. C'est une résidence où on peut avoir l'aide sociale. Et voyez-vous, et moi je faisais en sorte de les garder le plus longtemps possible parce que je savais que quand ils arrivaient à 90, 92, si je les mettais en EHPAD, je m'arrangeais avec la famille. Il y a le système d'alarme. Et les résidences seniors, c'est des foyers logements, si vous voulez. Et il y a beaucoup de gens en région parisienne qui ignorent que ça existe. Et il y en a beaucoup. Alors qu'en province, ça existe, vous voyez. Mais à Paris, ça existe également. Et c'est bien de le signaler. C'est très cher, les Hespérides. Vous savez que quand vous achetez un appartement aux Hespérides, après, les enfants ont beaucoup de mal à le revendre. Et c'est beaucoup moins cher. Là, je préparais les animations. J'avais un programme d'animation. La fête des voisins, on faisait la fête des voisins ensemble. Voilà. Et puis, quand ils arrivaient, c'est une question de gire. Elle doit connaître votre invité. Mais quand le gire était à 4, il fallait que moi, ma moyenne de gire, elle soit un gire autonome. Expliquez gire. Attendez, je me souviens. Il y a le degré d'autonomie. Le degré d'autonomie, je comprends. Alors, pour rentrer, leur degré d'autonomie, vous êtes autonome 6, 5, et à partir de 4, vous pouvez c'est la grille d'autonomie en fait, c'est ça, voilà, la grille et le degré, voilà. La grille d'autonomie, c'est la grille d'autonomie. À partir de 4, vous avez beaucoup de personnes qui ignorent aussi qu'elles peuvent avoir droit à l'APA, l'aide pour la perte d'autonomie. Nous, c'était une résidence aussi où on avait des gens qui avaient droit à l'aide. C'est vrai qu'il faut se renseigner et connaître les règles. Vous avez tout à fait raison. C'est ça. C'est que vous savez, André, c'est le millefeuille administratif. C'est pareil, effectivement, dans ce paysage-là de la dépendance et du grand âge, c'est exactement ça. C'est que on a des. En fait, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de possibilités, mais les gens ne le savent pas. Les aides, etc., les dispositifs, l'associatif aussi, parce qu'il y a énormément de choses dans l'associatif, mais c'est très compliqué. Il n'y a pas un guichet unique. Il faut un guichet unique, à mon sens, et il faut un système plus humain. Ce qu'elle disait effectivement, Marie-Claire, c'est ça, c'est qu'il y avait de l'éthique, il y a un système plus humain dans ces résidences avec des appartements de 35 mètres carrés. Vous avez été pendant longtemps directrice 10 ans, je pourrais vous en parler. Donc vous connaissez, avec la ville, d'abord, moi je travaillais avec la ville.
ça se passait très bien, le CCAS. On faisait j'avais des après-midi, des mercredis après-midi, j'avais les jeunes du foot qui venaient faire la galette avec nous. Vous voyez, on faisait des activités comme ça, c'était très très bien. Il y a toujours des activités, des sorties. On se regroupait comme c'est un groupe. On se regroupait entre résidences. On faisait les Olympiades. Vous voyez, c'était l'amicité et l'intergénérationnel. Écoutez, on va faire en sorte que tout ça soit réuni. Il faudrait, en tout cas, faire campagne pour ça. Effectivement, ce que disait Nathalie Lévy, guichet unique, et que les gens surtout soient informés. C'est le plus important. Merci Marie-Claire. Et puis surtout, continuez de venir témoigner, de nous raconter votre relation avec votre grand-mère, votre grand-père, ou alors les difficultés dans les EHPAD. Et puis surtout, venez poser des questions à notre invitée Nathalie Lévy, qui nous livre ce magnifique hommage, un courage au cœur et sac à dos aux éditions du Rocher. À tout de suite. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Courage au cœur et sac au dos. On a aussi parlé effectivement du réchauffement climatique. On a parlé de la défaite de LREM aux élections et surtout des 80% d'abstention aux législatives partielles. C'est vous dire à quel point les Français et le politique, en tout cas le politique représentatif, c'est plus ça du tout. Mais heureusement, vous voyez, eh bien, pour les grands-mères, c'est autre chose. Pour l'affection familiale, pour les grands-pères aussi, absolument. Là, il n'y a pas de détachement. Et heureusement. Et oui, on donne la parole à Cathy, qui a composé le 0826 300 300. Et Cathy voudrait témoigner, elle, de ce qui se passe dans les EHPAD. Cathy nous appelle les Bouches-du-Rhône. Bonjour, Cathy. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, j'adore votre émission, Monsieur Bercoff, vous êtes formidable. Merci. Voilà. Juste en aparté, je n'ai pas lu le livre de Nathalie Lévy, mais j'ai une amie. Il sort mercredi. Il sort mercredi, après-demain. Voilà, en librairie. Alors, c'est une amie qui a dû voir des extraits ou lire quelque part des extraits parce qu'on en a parlé. Ouais. Et elle, qui a sa maman qui a Alzheimer, elle a dit mon Dieu, mais j'ai tout le ressenti, les paroles, les mots, ça. Bon, enfin voilà. Bon, c'était juste un aparté. Donc, j'ai ma maman qui a 94 ans, qui est en EHPAD dans notre petit village. Tout se passe bien, on n'a pas à se plaindre, il y a une animation formidable, un personnel formidable. Non, je ne vais pas être longue, je veux juste dire qu'en ce moment, franchement, c'est horrible. Depuis 6 mois, depuis cette maladie, on ne voit plus notre maman, on la voit 1 heure par semaine. Oui, je comprends. Ça, c'est terrible. Horrible, je vous promets, c'est horrible, je le vis très mal. On a vu maman un petit peu descendre, mais là ça va mieux, mais on la voit 1 heure par semaine, on nous la sort à l'extérieur. Vous n'avez pas le droit de la voir plus d'une heure par semaine, vous n'avez pas le droit. Non, monsieur, elle n'est plus à nous, notre maman, c'est ce que je veux dire, c'est mon cri du cœur, c'est ce qu'on dit avec ma soeur, j'ai ma soeur qui a 12 ans de plus, un grand frère aussi. Ouais. Et on dit, notre maman ne nous appartient plus. Voilà. Ouais, c'est terrible. Et c'est horrible. Moi, je suis en grande souffrance parce que je ne sais pas l'avenir. Enfin, je ne sais pas comment on pourra encore la voir dans des conditions normales parce qu'en plus, on avait une relation super avec maman. Excusez-moi, quand vous la voyez, juste, je comprends parfaitement. Est-ce que vous la voyez à travers une vitre? Vous pouvez la toucher? Vous pouvez le... Non, ça y est, on a passé tout ce stade. En plus, ils ont été confinés vachement plus tôt que tout le monde sur le territoire. Ouais. On l'a fait aussi avec le visio. Enfin, on a passé par tout ça. Et ma maman, c'est une personne que je venais voir. Moi, je suis intervenante à la maison de retraite. Je fais des ateliers lecture. Donc, pour vous dire que ça me touche beaucoup. Je comprends. J'ai essayé d'apporter ça aux personnes âgées et tout, leur amener la colline. Je lisais du Marcel Pagnol et tout. Bon, enfin, bref. Et on avait une relation avec maman super. Moi, j'ai amené mes petites chiennes, je l'amenais promener. On était là, on la faisait rigoler. Et c'est terrible ce qu'on vit actuellement. Je peux comprendre, il faut les protéger, c'est normal. On n'a pas eu de cas sur cette EHPAD. Voilà, on n'a pas eu de. Mais vous la voyez encore une fois, vous avez le droit de la toucher aujourd'hui, ou c'est toujours à travers une vitre ou non? Non. C'est à distance. Enfin, on l'a devant nous, mais pas de bisous. Pas de bisous, je comprends. Pas tout juste, même pas presque son fauteuil, on n'a presque pas le droit. En plus, on est sur. Après, bon, on comprend, mais vous savez, c'est terrible. Elle a 94 ans. Fin décembre. Et je sais, elle est sur fauteuil roulant et voilà. Après, on n'a rien à dire contre le personnel. Non, bien sûr, ce sont des règles qui lui ont été imposées, qui leur ont été imposées. Les gens ne comprennent pas ce que nous on vit actuellement parce qu'on dit les EHPAD, oui, mais
Voilà, les parents ne voient plus nos parents. Oui, ce que vous avez dit, voilà, et ils ne nous appartiennent plus, ils ne sont plus Exactement. à nous. C'est terrible. Hein. Ils voient des visages masqués, le personnel est masqué, et effectivement, c'est très dur ce que vous vivez, bien sûr, Cathy. C'est très dur, et on voit bien qu'il y a un vrai sujet. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du digital. C'est moins mon sujet, mais d'abord les outils technologiques et numériques, il faut absolument qu'ils soient diffusés dans les EHPAD, dans ce genre d'établissement, parce que voilà, on n'aura peut-être pas une nouvelle crise comme celle-là, mais on voit bien que ça participe quand même du contact qu'on peut avoir. Mais je suis d'accord avec vous. Non, c'est très en deçà de ce qu'on. Mais bien sûr. Il faut que la personne puisse s'adapter aussi. Mais bien entendu. Encore ça va, le fait adapter, maman, quand on faisait les visios. Bon, au début, elle comprenait pas trop, mais bon, à force, elle a compris. Mais c'est très en deçà, évidemment, de ce qui pourrait être la panacée. Sauf que la panacée, on l'aura pas. Il faut évidemment le contact avec notre famille, avec leur famille, avec leurs proches. Le vrai problème, écoutez, moi j'espère, et encore une fois, on part en la polémique, je ne suis pas médecin, je n'ai pas les compétences pour dire ça, mais j'espère que toute cette souffrance n'aura pas été pour rien. C'est ça, là, pour le vrai important. Merci en tout cas, merci Cathy. Je vous en prie, bonne continuation, merci encore. Au revoir. Merci, au revoir. Merci Cathy pour ce très beau témoignage, et on donne la parole à Sylvie qui nous appelle de la Manche. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Bercoff. Bonjour Sylvie. Je voulais vous remercier pour ce beau témoignage qui est en fait de votre invité, qui est une histoire d'amour entre une petite fille et sa grand-mère. Et je trouve très beau ce qu'elle dit, et je trouve tellement évident que sa grand-mère ait pu retrouver tous ses esprits simplement par des gestes d'amour, alors qu'elle aurait pu mourir seule dans un hôpital. Mais moi, je voulais pousser un coup de gueule par rapport à l'infantilisation des personnes âgées. Je suis terriblement... Moi, j'ai accompagné des personnes âgées dans des foyers. Et bon, quand le témoignage d'une de vos invités, enfin, de vos auditrices, dit, oh, je m'en occupais, c'est toujours des activités débilisantes où on leur fait jouer aux cartes. Et j'ai envie de dire, mais quand on est âgé, attention, il y a des personnes qui perdent la tête, on est d'accord. Mais je parle des personnes âgées qui sont... Oui, qui ont toute leur tête, qui ont toute leur tête. Et je me dis, mais c'est un âge où on pourrait s'instruire, avoir des conférences intéressantes, des réflexions, autre chose que à jouer aux petits chevaux, à faire des gâteaux d'anniversaire avec des chapeaux pointus et des nez rouges. Et si vous saviez la colère, la prise de pouvoir qu'on prend sur ces personnes en les traitant comme des enfants à moitié débiles, alors que on pourrait ce sont des êtres humains qui ont toute leur âme, leur corps, leur tête, et de dire mais il faut leur offrir autre chose. Alors quand on a la chance, comme votre invitée, de pouvoir, elle la voit tous les jours, elle partage, je suis sûre qu'elle discute de tout et de choses intéressantes. Mais quand vous les avez dans ces maisons, je vous assure que c'est mignon, c'est compliqué, c'est mignon les activités, mais c'est mignon. Et vraiment, moi, je suis toujours scandalisée par la manière, dès que vous êtes affaibli, que ce soit les jeunes enfants ou les personnes âgées, finalement, je trouve c'est une forme de maltraitance pour moi. C'est pas facile de trouver effectivement l'équilibre et le milieu. Je dois dire, enfin c'est pas évident tout ça, parce que il y a d'un côté, là, Nathalie Lévy en parlait, il y a d'un côté effectivement ceux qui veulent rester à domicile, mais là il faut un personnel, il faut l'aide à domicile. Et l'histoire des EHPAD, encore une fois, on a fait beaucoup de choses sur les EHPAD, on sait, il y a des EHPAD qui fonctionnent formidablement et très bien. Avec un personnel dédié qui est incroyable, il faut leur rendre hommage. Il faut le dire. Ils sont extrêmement bienveillants, ils sont attentifs, ils ont des conditions de travail quand même très éprouvantes. C'est des gens vraiment qui sont d'une utilité rare pour la société et qu'il faut considérer. Tout vraiment. À fait. Et les traiter et les payer comme ils devraient être payés. Cette revalorisation, elle est indispensable, bien sûr. C'est sûr. Clémence. Oui, merci beaucoup Sylvie. On retourne au standard et on donne la parole à Simone qui nous appelle de Castel-Sarrazin. Bonjour Simone. Bonjour. Bonjour. Eh bien, j'entendais cette dame-là qui parlait, je suis complètement d'accord. Mais nous, ma sœur, elle est au Cantou, au Grand Doré de Moissac, je peux le dire. Vous avez un personnel là, mais il est extraordinaire. Vous avez des filles tellement que, vous voyez, quand je vais la voir, je me dis, si je dois y aller, je sais que je serai bien traitée. Le problème n'est pas là. Le problème,
problème, c'est que vous avez des dirigeants qui sont mais abrutis. Hein, quand j'ai été la voir entre deux confinements, on était à 3 mètres l'une de l'autre, on était séparés par un plexiglas. Moi, j'étais dans une espèce de couloir, elle était dans la salle d'attente. Il n'y avait aucun risque. Pourquoi est-ce qu'ils ne recommencent pas à faire ça? Qu'on puisse les voir. On est loin. On est le masque, mais le masque, hop, je le retire 2 secondes et puis hop, je le remets. Je lui fais un sourire, hop, je le remets. On est loin, on risque rien. C'est une honte, je vous assure. C'est une honte, quoi. Heureusement que les infirmières et les soignantes sont d'une gentillesse. Ils pallient parce qu'ils les aiment, nos résidents. Je vous assure. Ils sont gentils. Vraiment. Heureusement qu'ils sont là. Non, on a fait un certain nombre de règlements. Alors, c'est très discuté. Mais vraiment, on peut se demander si certains règlements ne frisent pas l'absurde. Mais malheureusement. Ça frise. J'ai tout vécu, là. Ça frise l'absurde, franchement. Hein. Oui. Mais écoutez, on verra bien. Hein. Tout ça va sortir à un moment donné. Merci en tout cas. Merci de votre témoignage. Nathalie Lévy, moi, ce que j'aimerais, quand vous avez fini ça, je voudrais quand même dire, vous avez fini sur une lettre à Faustine, votre fille, et vous dites, ma Faustine adorée, partons de ne pas t'avoir laissé le choix, de n'avoir pas vu ni su te laisser à distance de cet enchevêtrement familial. Elle a quel âge, Faustine? Elle a 7 ans, et je suis désolée, l'alarme c'était encore pour elle, vous voyez, pour pas que j'oublie de la ramener à l'école. J'ai des alarmes toutes les... Pardonnez-moi, André. Non, elle a 7 ans et demi, et... Et elle a conscience de tout ça, je veux dire par là. Elle a terriblement conscience de tout ça parce que, conscience. Est-ce qu'on conscientise comme ça à 7 ans et demi? En tout cas, mamie fait partie de son univers et de son paysage quotidien, puisqu'elle vient avec moi quasiment quotidiennement la voir. Et pour voir. Elle l'a connue aussi. Elle l'a connue tous les jours. Quoi. De toute façon, ma mamie, c'est simple. La première personne que j'ai demandé à voir, évidemment, après le papa de Faustine, mon mari, mon époux, qui est tellement présent et qui est tellement compréhensif aussi, c'est évidemment, j'ai dit à maman, il faut que mamie elle vienne avant que je sorte de la maternité. Il n'est pas question qu'on attende plus. Donc voilà. Donc si vous voulez, elle est dans le schéma, elle est là. Et Faustine, Faustine, elle est très au fait de la situation. Elle se rend parfaitement compte que j'ai un attachement particulier avec mamie. Elle le subit parfois, malheureusement. En quel sens? Parce que elle voudrait que vous soyez plus avec elle. Non, parce que je pense que je suis quand même très avec elle. En tout cas, je veille vraiment. Mais il se passe pas un jour sans que... Quand on fait, je vais emmener ma petite au cinéma ou dans un parc, quel qu'il soit, on rentre pas directement à la maison. On fait toujours un crochet par chez mamie. Ah ouais. Donc voilà. Toujours. C'est-à-dire, quel que soit où vous êtes, vous repassez. C'est ça. Donc, elle le sait, c'est un passage obligé. Et c'est parfois très pesant pour elle. Moi je le fais parfois aussi de manière je suis fatiguée, j'ai pas toujours envie, j'ai pas toujours le courage, j'aimerais bien rentrer directement à la maison et me déchausser, etc. Sauf que mais par exemple quand vous étiez à la radio ou à la télévision, Nathalie, puisque vous êtes journaliste, vous connaissez, et vous tous les jours vous passiez? Tous les jours. Mais tous les jours. Mais mon rituel, mon quotidien, André, c'est je dépose Faustine à l'école. Donc je vais chez ma grand-mère et je travaille de chez elle, je prends ma douche de chez elle, je fais à manger chez elle pour elle le midi et ensuite je pars travailler à la radio ou à la télé. Ah ouais, c'est formidable. Non, je sais pas si c'est formidable, mais je sais pas si c'est très fréquent. Il y a pas de. Disons, c'est sûr que je pense que c'est un peu atypique. C'est vrai, mais je m'en glorifie pas. Je m'en glorifie pas. C'est juste que c'est une mécanique, moi, dans laquelle je me suis sentie bien. J'y ai trouvé mon compte. Elle aussi. J'ai toujours travaillé en horaire décalé, donc c'est une chance aussi quelque part. Oui, c'est vrai, heureusement. Voilà. Mais c'est vrai qu'au lieu de faire des petits déj ou du réseau, travailler mon réseau, je suis chez elle le matin. C'est vrai que et en fait, du point de vue des confidentialités, vous avez plus de confidentialité avec elle qu'avec vos parents, vous pourriez dire? Ah bah oui. Complètement, considérablement. Et pourtant, j'ai des parents aimants que j'aime infiniment, dont je suis extrêmement proche, que j'ai 24 sur 24 au téléphone, en tout cas tous les jours au téléphone. Mais avec elle, il y a un autre regard. Il y a une autre fluidité, il y a quelque chose de l'ordre de la complicité qui est différente. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier le plus court chemin d'une âme à une autre, c'est l'émotion, c'est l'amour, et c'est vrai. Eh bien, Nathalie Lévy, merci. Merci à vous, André, merci infiniment. C'était génial de pouvoir discuter avec vous et avec vous, Clémence. Et voilà, courage au cœur et sac au dos, c'est la devise de Sud Radio, ça va être ça. Aux éditions du Rocher, je rappelle. Merci beaucoup à vous, André. On vous retrouve demain, et demain, vous recevez le professeur Perron. Et puis surtout, Sud Radio continue. On va avoir Brigitte